Bonjour à tous et merci d'avoir bravé le froid pour venir assister à ce cours. Donc, voilà, donc nous avons terminé le cours précédent avec cette notion que dans le cancer de prostate, on décrivait classiquement et cliniquement une phase sensible aux androgènes et puis une phase hormono-indépendante, en fait, phase dans laquelle il y a un échappement aux effets de la castration en particulier. Et donc, on en avait un peu trop rapidement déduit que cette phase hormono-indépendante est également indépendante du récepteur aux androgènes, que c'était toute cette voie finalement qui était court-circuitée. Et puis, au début des années 2000, sont apparues un certain nombre de preuves qui vous sont représentées ici, montrant que dans des lignées de cancer de prostate, lignées de cancer de prostate qui représentent toujours des stades avancés de la maladie, eh bien, à ce stade avancé de la maladie, on avait toujours besoin de la présence du récepteur aux androgènes. Par des techniques diverses, on pouvait par exemple injecter dans cette lignée un anticorps antirécepteur aux androgènes. Et bien, vous voyez que la présence intracellulaire de cet anticorps bloquant va totalement inhiber la croissance cellulaire, alors que si on prend ce même anticorps qui a été inactivé par la chaleur, eh bien, on a à ce moment-là une croissance extrêmement rapide. Un autre système a été utilisé avec des ribosymes, qui sont donc des structures ARN qui vont détruire sélectivement l'ARN codant pour le récepteur aux androgènes. Et vous voyez encore exactement la même donnée. Le contrôle va pousser très vite. Quand on détruit le récepteur aux androgènes, eh bien, la cellule ne pousse plus. Et puis, l'existence ensuite, la mise en évidence des effets du siRNA pour pouvoir éteindre l'expression des gènes a montré qu'encore dans la quasi-totalité des lignées de cancer de prostate, eh bien, l'extinction du récepteur aux androgènes, mais pas des vecteurs contrôle, vont conduire à un arrêt de la survie et de la prolifération. Donc après, les signes exacts vont varier un petit peu suivant les lignées. Il peut s'agir d'un arrêt de cycle, il peut s'agir de sénescence, il peut s'agir d'apoptose, mais dans tous les cas, il va y avoir un effet biologique absolument majeur qui se traduit par l'inhibition de la croissance de ces lignées cancéreuses. Et donc ceci constitue, avec l'ensemble de ce que je vais vous présenter dans la suite de ce cours, une petite révolution, disant que finalement, même si l'hormone n'était plus indispensable, et on verra à travers quel mécanisme, le récepteur, lui, était toujours indispensable. Et donc cette signalisation, cette signature transcriptionnelle du récepteur aux androgènes était nécessaire pour la survie et pour la prolifération des cellules des cancers de prostate. Et donc cette dépendance, encore une fois, qui paraît naturelle aujourd'hui, mais qui était relativement inattendue à l'époque, pose évidemment toute une série de questions. Quelles sont les cibles du récepteur aux androgènes dans ces cellules? Est-ce qu'il y a des groupes de cibles particuliers qui sont plus importantes que les autres? Comment le récepteur est-il activé? Et en particulier, comment est-ce que ce récepteur peut être activé en l'absence complète d'hormones? Et au cours de l'évolution de la maladie, on va voir que cette évolution est complexe avec un certain nombre de phases assez caricaturales. Quelles sont les modifications de cette signalisation? Et la dépendance est-elle continue tout au long de l'évolution clinique de la maladie? Évidemment, les résultats de siRNA que je viens de vous présenter suggèrent que oui, et suggèrent qu'effectivement, le récepteur doit être présent. Et si le récepteur doit être présent, c'est probablement parce que sa signalisation est nécessaire. Et donc, deux types d'approches ont été menées. Une approche par la génomique, dont on va parler aujourd'hui, et puis une approche par l'hormonologie, en quelque sorte, pour examiner le problème de la production et de la synthèse des hormones dans cette maladie. On n'en parlera pas aujourd'hui, ce sera peut-être l'objet d'un cours suivant. Donc, par des techniques d'immunoprécipitation de chromatine, on a pu caractériser les sites de liaison du récepteur aux androgènes dans des cellules, dans de la prostate normale, ils vous sont représentés ici en bleu, ou dans des cancers de prostate, représentés ici en rouge. Et puis on a un sous-ensemble de ces sites de liaison qui sont particulièrement forts dans les deux situations, qui sont représentés en blanc, qui représentent un sous-ensemble des sites les plus représentatifs. Et donc, de manière
assez raisonnable. Quand on va examiner ces 3000 sites par des approches de bioinformatique, eh bien, on va trouver au niveau des sites de liaison, au niveau du génome, c'est une exploration au niveau du génome, on va trouver un site consensus de liaison pour le récepteur aux androgènes que vous voyez représenté ici. Et quand on passe aux tumeurs, eh bien, on va avoir bien sûr un site consensus pour la fixation du récepteur aux androgènes, c'est en quelque sorte le témoin positif, c'était largement attendu. Mais on va trouver d'autres facteurs de transcription, en particulier FOXC1A, dont on reparlera également dans le cancer du sein, parce qu'il est très important dans le cancer du sein, et puis un gène de la famille OX, ces gènes qui contribuent à la mise en place de la structure de l'embryon à travers une information positionnelle. Et un d'entre eux, OXB13, va être également retrouvé avec une très grande fréquence dans ces cancers de prostate. Donc, on voit que dans la prostate normale ou dans les tumeurs, ce ne sont pas les mêmes sites de liaison, et on va avoir en particulier un enrichissement pour 3 types de facteurs de transcription dans le cancer, ce que l'on ne retrouve pas dans le tissu normal, donc suggérant déjà que les réseaux transcriptionnels, les réseaux de gènes d'aval, sont différents entre ces deux situations. Alors, est-ce que ces 2 autres facteurs de transcription, identifiés grâce à leur enrichissement extrêmement important au niveau des sites de liaison du récepteur aux androgènes dans les cancers, sont importants? Eh bien, si l'on va faire de l'extinction de ces gènes, extinction par des approches de SH-ARN, pour OXB13 ou pour FOXC1A, eh bien, vous voyez que l'extinction de ces gènes va bloquer la croissance de ces lignées de cancer prostatique, au moins ex vivo. On est bien sûr là dans des situations ex vivo, donc qui sont des situations un peu artificielles, on y reviendra. Mais ceci implique donc que ces gènes qui sont identifiés par leur fixation de ces protéines, sont des gènes importants pour la prolifération, et en particulier qu'il existe une contribution fonctionnelle de FOXC1A et de OXB13 à la prolifération des cellules prostatiques. Alors, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, on ne sait pas encore bien. Il y a probablement des situations où il peut y avoir 2 sites adjacents, un site FOXC1A et un site du récepteur aux androgènes adjacent, et donc on va fixer un complexe sur ce sous-ensemble de gènes. Et puis il y a également des gènes pour lesquels il y a une forte fixation du récepteur aux androgènes sans séquence consensus. Et il a donc été proposé dans ces cas-là que FOXC1A soit le facteur qui assure la reconnaissance site spécifique du promoteur, et que le récepteur aux androgènes soit recruté par des contacts protéine-protéine. Et donc on va, dans ces situations-là, on le sait par analogie avec les autres récepteurs nucléaires, on va rendre dépendantes de l'acide rétinoïque les gènes qui sont reconnus par ce type de complexe, et ceci va être important dans les processus de transformation. Alors, deuxième apport de la génomique à cette compréhension de ce qu'est la dépendance aux androgènes de ces tumeurs, eh bien, c'est l'existence de translocations chromosomiques. Alors, vous vous rappelez que ces translocations chromosomiques, on en a beaucoup parlé dans les cours des années précédentes, elles sont souvent caractéristiques des leucémies, et ça a été une relative surprise, ces travaux datent de la fin des années 2000, ça a été une relative surprise de trouver également des translocations récurrentes dans les tumeurs solides, et c'est d'abord dans la prostate qu'elles ont été décrites. Et ces translocations touchent des gènes de la famille ETS, en particulier la plus fréquente va joindre ces 2 gènes avec le gène ERG, qui est l'un des membres de la famille ETS. La famille ETS, c'est une famille de facteurs de transcription, donc ERG va se fixer à l'ADN, et ce sont des facteurs de transcription qui ont déjà été impliqués dans la transformation cellulaire. En effet, on connaît des oncogènes rétroviraux. ETS a été découvert initialement par sa transduction dans des rétrovirus aviaires. C'est donc un oncogène assez typique de ceux qui ont été identifiés dans la toute première vague de découverte des oncogènes. Alors, de manière assez remarquable, quel est le rapport avec la signalisation androgénique? Eh bien, ce rapport avec la signalisation androgénique vient que le gène d'aval, ici TMPRSS2, qui va donc arriver avec son promoteur, eh bien, ce promoteur est sensible à l'action des androgènes. Et donc, le résultat de cette translocation
dans ce cas-là, ne va pas être de changer la nature de la protéine, mais va être de changer son mode de régulation et faire qu'une protéine qui n'est habituellement pas régulée par les androgènes devienne maintenant régulée par les androgènes du fait de la présence de ces sites de liaison dans le gène qui est transloqué. Et ceci est en fait un thème récurrent. Donc voilà une revue écrite par la personne qui a découvert ces translocations. Eh bien, on s'aperçoit que ces translocations touchent dans l'immense majorité des cas des membres de la famille Hetz, et les partenaires qui sont en aval, qui vont donc amener leurs promoteurs, sont presque tous des gènes qui sont sensibles aux androgènes. Et donc ce thème de rendre dépendant de la transcription des androgènes un gène qui ne l'était pas est un thème récurrent. Ces translocations sont trouvées dans un très grand nombre de tumeurs de prostate, sont donc des événements récurrents et qui manifestement contribuent à la transformation cellulaire à travers donc cette augmentation d'expression des gènes de la famille Hetz. Alors, que vont faire ces gènes de la famille Hetz? Eh bien, donc, en réponse à la signalisation androgénique, du fait du promoteur qui a été transloqué, on va avoir une surexpression de ces protéines, et ces surexpressions de ces protéines vont principalement jouer non pas sur des facteurs d'auto-renouvellement ou des facteurs d'immortalisation comme d'autres gènes dont nous avons déjà parlé, ils vont jouer sur les relations des cellules entre elles. Relations des cellules entre elles, ils vont conditionner l'adhésion, l'invasion, donc le pouvoir métastatique, à travers entre autres une action sur des enzymes ou des facteurs solubles comme les activateurs du plasminogène ou les enzymes de la famille des métalloprotéases. Donc ces translocations, cette surexpression de Hetz va conduire à une modification des rapports entre la cellule prostatique transformée et ses voisines, modifications qui vont dans le sens d'une augmentation de l'invasion par l'activation, encore une fois, de ce réseau transcriptionnel qui est souvent modifié dans les cancers humains, même d'autres natures. Alors, il y a d'autres types de translocations qui ont été décrites. Vous voyez que tous ces travaux dont on parle dans ce cours sur la prostate sont des travaux assez récents. Beaucoup d'entre eux datent de ces 5 ou 6 dernières années. Et donc, on a trouvé des translocations impliquant des gènes bien connus en cancérologie, en particulier le gène BRAF. BRAF est le gène qui code pour une kinase de transmission de la chaîne de réponse aux facteurs de croissance. Elle est mutée dans un nombre très important de mélanomes. C'est un des gènes maîtres du mélanome. Et donc, on a des translocations qui vont conduire à une activation de cette voie BRAF ou de protéines voisines de la même voie, comme RAF1. Alors, on reviendra à ça plus tard, parce que dans un certain nombre de cas, il a été proposé que cette activation de cette voie de kinase puisse contribuer à l'activation du récepteur aux androgènes par des modifications de sa phosphorylation. On y reviendra. Alors, vous voyez qu'on est confronté à des tumeurs complexes. Je vous ai dit qu'il y avait peu d'événements récurrents, et donc il a fallu de grandes séries de tumeurs de prostate, souvent des tumeurs de prostate avancées, c'est un point sur lequel je reviendrai, pour faire des analyses d'exomes, donc chercher des mutations dans des gènes codants. Et ces analyses ont donné des résultats extrêmement intéressants sur lesquels on va passer un petit peu de temps. En particulier, elles ont conduit à la découverte d'un gène qui s'appelle SPOP, SPOP, qui est, comme vous voyez dans cette série, le gène muté le plus souvent, même s'il n'est présent, finalement muté que dans 13% environ des tumeurs. On va retrouver également des gènes d'intérêt, dont on parlera dans un instant. On retrouve des mutations de FOXC1A. On retrouve également des mutations de MED12. MED12, je vous ai dit, est un composant du médiateur, donc impliqué dans la réponse transcriptionnelle aux récepteurs nucléaires et en particulier aux androgènes. Alors, il y a également des mutations récurrentes, P53, pour ceux d'entre vous qui ont écouté le cours de l'an dernier, on retrouve finalement toujours les mêmes. Donc P53 est souvent muté dans les tumeurs de prostate. On verra que c'est en fait une mutation qui va être extrêmement importante dans le passage à la maladie métastatique.
Donc c'est une mutation qui arrive très tard dans l'évolution et dont certains pensent qu'elle va conditionner les événements de métastase. Et puis des gènes dont on ne parlera presque plus, mais qui sont souvent mutés dans la prostate, PTEN ou PI3 kinase, donc qui vont participer aussi à cette voie de régulation de la croissance. Alors on peut représenter ça également sous la forme de ce schéma dans lequel la distance à l'ordonnée est d'autant plus grande que la mutation est fréquente. Et on retrouve donc ces groupes, finalement, P53 et SPOC qui sortent vraiment du lot, et puis finalement, toutes ces mutations touchant, entre autres, la voie de réponse aux androgènes ou PTEN, PI3 kinase, qui sont présentes, vous voyez, finalement, de manière chacune assez rare. Alors, d'abord, parlons de FOXA1. Donc, on retrouve ce facteur de transcription extrêmement important, qui est également important dans le développement des cancers du sein. On y reviendra dans le prochain cours. Facteur qui est retrouvé fortement enrichi dans les sites de liaison du récepteur aux androgènes, spécifiquement dans les tumeurs, on l'a mentionné. Et de manière intéressante et pas encore totalement comprise à ce jour, les mutations sont des mutations de type hotspot qui sont retrouvées dans le site de liaison à l'ADN, suggérant que ce site de liaison à l'ADN va être différent chez le mutant, mais ceci n'a pas été exploré en grand détail, mais il est tout de même extrêmement remarquable et intéressant de retrouver parmi les mutations associées au développement des cancers cette protéine qui est fortement associée à la liaison du récepteur aux androgènes dans les tumeurs spécifiquement. Et puis on retrouve également MED12. MED12 est un des membres de ce complexe médiateur, dont vous vous rappelez qu'il intègre finalement les informations venant des différents facteurs de transcription. Et ces différents facteurs de transcription, par le médiateur, vont ensuite transmettre une information à la RNA polymérase 2 et permettre donc la transcription des gènes cibles à travers l'intégration de toutes ces informations. Et vous voyez que là encore, dans MED12, on a des mutations qui ne sont pas des mutations aléatoires, elles vont toucher des résidus fortement conservés. Ceci est le signe d'une mutation qui va contribuer au processus de transformation cancéreux. Et effectivement, on connaît des mutations de MED12 dans d'autres pathologies. Ça a été décrit dans certaines formes très rares de cancer du sein, et puis également dans d'autres cancers solides, en particulier, je crois, les cancers ORL. Donc, deux gènes qui vont être la cible de mutations très probablement activatrices et qui sont retrouvées dans d'autres types de tumeurs. Mais la plus grande surprise, et celle sur laquelle on va passer un petit peu de temps, est celle qui touche ce gène qui n'était pas bien décrit avant, SPOP. Et ce gène, donc, qui, vous l'avez vu, était muté dans au moins 15% des tumeurs de prostate, eh bien, est un gène qui va directement activer la prolifération, puisque s'il est muté et perdu, vous voyez qu'on va avoir une croissance plus forte, plus rapide de ces cellules prostatiques in vivo, en particulier dans des conditions de culture clonogénique, ce qui suggère donc que l'inactivation de ce gène va contribuer au processus de transformation. Alors, ces SPOP, on va le voir, appartient à un complexe qui régule la stabilité des protéines. C'est un complexe d'une ubiquitine, un complexe à activité ubiquitine ligase. Et donc, on va le voir, deux domaines. L'un qui va assurer un domaine de type BTB, qui va assurer la liaison avec le reste de la machinerie de dégradation, et puis ce domaine qui est impliqué dans la reconnaissance du substrat. Et ce domaine impliqué dans la reconnaissance du substrat, vous voyez, est celui qui va porter les mutations. Et parmi ces mutations, là encore, on a un certain nombre de mutations récurrentes, avec soit les mêmes positions, soit même les mêmes changements. Vous voyez, le signe ici est trouvé dans un très grand nombre de patients. Cette modification entre phénylalanine et leucine. Et quand on trouve bien sûr ces modifications récurrentes sur des points chauds, ça suggère très fortement
que ces mutations contribuent directement à la transformation, comme d'ailleurs le suggère très fortement également le fait que l'inactivation de ce gène par siRNA va conduire à une prolifération très augmentée. Alors, quelles sont les cibles de cette ubiquitine ligase? Eh bien, on va voir au fond que ces cibles, il y en a trop, et on ne sait pas encore très bien laquelle est la plus importante, mais la plupart de ces cibles, en fait, sont impliquées dans la signalisation du récepteur aux androgènes. Alors, la première cible historiquement qui a été trouvée, c'est SRC3, et SRC3, c'est en fait un de ces coactivateurs, un coactivateur de la réponse au récepteur nucléaire. Et SRC3 se fixe spécifiquement à ce domaine et de manière importante, ce sont ici des coimmunoprécipitations. Donc, avec le contrôle, on va avoir une association entre les deux protéines et avec un certain nombre de mutants trouvés dans des tumeurs, eh bien, ces mutations observées dans des tumeurs vont abolir la liaison de cette protéine SRC3 à la protéine SPOP. Et donc, on peut prédire que l'absence de contact entre ce complexe de dégradation et ce coactivateur va conduire à une stabilisation du coactivateur. Et de là à penser évidemment que la stabilisation du coactivateur va conduire à une augmentation de la transcription des gènes cibles, il n'y a bien sûr qu'un pas. Alors, une autre cible qui a été trouvée, vous voyez, l'an dernier, tous ces travaux sont des travaux encore chauds, si j'ose dire, eh bien, montre qu'une autre cible, c'est le récepteur aux androgènes lui-même. Et vous pouvez le voir ici, sur cette expérience, où on va transfecter dans des cellules soit la forme sauvage, soit la forme mutée de cette protéine SPOP, en présence du récepteur aux androgènes. On détecte ensuite le récepteur aux androgènes avec un anticorps. Vous voyez qu'on va avoir, ce sont des mesures de demi-vie, et on va avoir une dégradation extrêmement rapide, augmentée, du récepteur aux androgènes en présence de la forme sauvage, alors qu'en présence de cette forme mutée, eh bien, vous voyez qu'on a une stabilité complète, suggérant donc que cette protéine SPOP est un élément extrêmement important de la dégradation du récepteur normal aux androgènes. Là encore, évidemment, cette mutation, il est prédit que la mutation va donc conduire à une augmentation de la quantité du récepteur aux androgènes dans les cellules présentant cette mutation. Et on verra, comme on l'a déjà mentionné avec VORB-A, que la surexpression, quelle que soit sa cause, d'un récepteur nucléaire va être important pour conditionner son activité en augmentant bien sûr la probabilité pour qu'il soit reconnu par le ligand ou par d'autres éléments activateurs. Donc, deux cibles déjà. On peut même étendre cette observation à l'ensemble des mutants naturels. Et vous voyez que là encore, ces mutants naturels, seul le sauvage et aucun des mutants va interagir avec le récepteur aux androgènes, suggérant donc que non seulement, comme dans la diapo précédente, le domaine fonctionnel, le domaine de reconnaissance avec le complexe de dégradation est important, mais également l'ensemble de ces résidus, qui sont justement ceux qui sont mutés dans les tumeurs naturelles, sont ceux qui vont assurer la reconnaissance du récepteur aux androgènes. Et donc cette protéine SPOP va être une protéine permettant le couplage entre le récepteur aux androgènes qui va être reconnu par cette poche et la machinerie de dégradation qui va permettre son ubiquitination et sa dégradation. Donc on a déjà deux cibles. Et puis on en a trouvé une troisième, encore la même équipe et encore des travaux publiés l'an dernier, autre cible qui est la protéine ERG elle-même. Donc cette protéine ERG, vous vous souvenez qu'elle pouvait être activée au niveau de sa transcription par ces translocations chromosomiques, eh bien, elle peut également être stabilisée par la mutation de SPOP. Et donc ce complexe de dégradation, ce complexe à activité E3 ligase, qui vont donc ubiquitiner et dégrader ce facteur de transcription, grâce à la présence de SPOP qui contribue à la reconnaissance des protéines cibles, eh bien, va assurer la dégradation de ERG par le protéasome, diminuer son niveau de base. Évidemment, la mutation, encore une fois, de SPOP va conduire à une stabilisation de cette protéine ETS. Et on verra tout à l'heure que cette stabilisation, cette mutation de SPOP est finalement mutuellement exclusive avec les translocations, ce qui veut dire qu'il faut donc trouver un moyen ou un autre
pour augmenter le niveau de protéines, mais il n'est pas nécessaire de faire les deux. Alors, une autre approche qui a été menée, cette fois-ci, est une approche toujours avec SPOP, est une approche de spectrométrie de masse. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on exprime dans des cellules soit rien, soit le SPOP normal, soit le SPOP muté, en présence d'une ubiquitine modifiée, ce qui va permettre, par un jeu biochimique, de purifier l'ensemble des protéines modifiées par cette ubiquitine, qui vont ensuite être analysées de manière globale par spectrométrie de masse. Alors on peut faire l'expérience dans un... Et ceci est couplé également avec des marquages, avec des acides aminés qui peuvent être des atomes légers, des atomes normaux ou des atomes lourds. Et par spectrométrie de masse, je ne rentre pas dans les détails, on va pouvoir faire un panorama complet de l'ubiquitination dépendante de la surexpression de SPOP. Et on va pouvoir voir quelles sont les différences entre la forme sauvage et la forme mutée, différences qui vous sont symbolisées ici. On ne va pas rentrer dans les détails de la liste des protéines cibles. Celle dont on va parler, c'est TRIM24. TRIM24 qui a été trouvé dans les deux cribles, cribles où on a inversé le marquage des acides aminés. Et donc on la trouve aussi bien dans un crible que dans l'autre. Ceci donc prouve que c'est un très bon candidat. Et l'autre raison qui fait que cette protéine était un très bon candidat, eh bien, c'est qu'en fait, il était connu par des travaux qui avaient été publiés peu de temps avant, eh bien, que TRIM24 est un activateur de la signalisation aux androgènes. Vous le voyez représenté ici. Donc, en présence d'hydrotestostérone, on va avoir une activation de la transcription. Si maintenant on réalise la même expérience en surexprimant cette protéine TRIM24, eh bien, on va avoir une augmentation progressive des doses dépendantes et de très grande amplitude, vous voyez, puisqu'on arrive à tripler l'activation de ces gènes en surexprimant TRIM24. Donc, la proposition était que TRIM24 va être un coactivateur couplant, comme on l'a évoqué, la signalisation androgénique, couplant donc le récepteur aux androgènes fixé sur son site aux modifications de chromatine. TRIM24 est une protéine qui va, à travers son bromodomène, modifier l'acétylation des histones et donc contribuer à l'ouverture de la chromatine pour pouvoir activer ces gènes. Alors, qu'est-ce qu'il en est effectivement dans des lignées? Eh bien, si on inactive TRIM24, eh bien, on va voir que la lignée va pousser beaucoup moins bien. Et si on regarde maintenant par des extinctions de TRIM la croissance cellulaire, eh bien on va avoir, là encore, un retard de croissance apporté par l'extinction de TRIM. Et de manière tout à fait intéressante, en clinique maintenant, jusqu'à présent on était dans des systèmes de lignées cellulaires, eh bien en clinique, on va avoir un lien entre l'expression de cette protéine et la survie, vous voyez, avec des courbes de croissance qui sont extrêmement différenciées et des analyses plus poussées, des analyses multivariées dans lesquelles on a intégré sur une grande cohorte de patients l'ensemble des facteurs qui en général sont associés à la survie, montrent une association forte entre la présence de TRIM24 et la survie. Et dans un système multivarié dans lequel on essaye de combiner l'ensemble de ces informations, eh bien, il reste un effet très fort, vous voyez, avec un risque relatif de 6 associé à cette expression de TRIM24. Alors, bien entendu, ces travaux demandent confirmation. Vous voyez qu'ils ont été publiés il y a quelques mois, donc il faut toujours attendre que ce type de travaux soit confirmé par des études indépendantes, mais ceci suggère qu'effectivement, l'expression de TRIM24 puisse être un facteur extrêmement important dans le développement des cancers de prostate et puisse être à travers le ciblage de TRIM de SPOP. Alors, de manière assez intéressante, les profils
chromosomiques. Vous voyez ici des profils chromosomiques qui peuvent être des pertes ou des amplifications, qui sont représentées en rouge ou en bleu. Vous voyez donc que, comme je vous l'ai dit, le génome des cancers prostatiques est un génome qui est très réarrangé. Et il existe des différences entre des tumeurs pour lesquelles SPOP n'est pas muté ou des tumeurs pour lesquelles SPOP est muté. Et certaines de ces différences vous sont représentées ici. Donc ça, c'est le pic du chromosome 5. Vous voyez qu'on a très souvent une modification de la présence du gène si SPOP est mutant, alors qu'on ne l'a pas s'il est sauvage. Et ce gène qui a été identifié est un régulateur de chromatinien. Et vous pouvez voir une autre représentation ici. Dans des tumeurs pour lesquelles SPOT est muté, eh bien, on va avoir des anomalies extrêmement prévalentes de ce régulateur chromatinien. Alors, ceci a été validé dans des séries indépendantes, et ceci suggère donc qu'il existe une signature génétique spécifique à cette mutation, et que donc, en présence de cette mutation, la tumeur ne va pas évoluer de la même manière que si elle n'y était pas, et encore une fois, ceci a été validé au niveau de la signature génétique. Alors, une chose importante, c'est que vous voyez que une des cibles de SPOP dont on a parlé, ERG, est clairement mutuellement exclusive avec SPOP. Et ceci donc a conduit ces auteurs à suggérer que ERG était une cible particulièrement importante, que dans la majorité des cas, on va avoir une translocation avec les fusions et surexpression conduisant à la surexpression de ces membres de la famille ETS, comme on l'a déjà vu. L'autre méthode étant, pour arriver finalement au même résultat, étant cette mutation de cette protéine qui va, à travers l'abrogation de la dégradation, induire la stabilisation de cette protéine ERG, donc illustrant de manière assez remarquable comment des voies oncogéniques différentes peuvent finalement converger sur une protéine unique dans ce cas-là. Alors, j'ai essayé de vous montrer qu'il existe une très remarquable convergence de ces événements génétiques sur la signalisation par le récepteur aux androgènes, puisque, comme vous l'avez vu, on retrouve la signalisation androgénique et ses cofacteurs, aussi bien dans la génétique de la prédisposition, nous en avons parlé dans le dernier cours, les translocations activant les membres de sa famille ETS, le contrôle de la protéolyse à travers ce gène SPOP et également les cofacteurs. Et donc, comme je vous le disais en introduction de ce cours, non seulement cette voie de régulation, dans cette voie de régulation, il n'y a pas seulement les hormones qui sont absolument essentielles, mais également cette voie de régulation de la transcription est absolument essentielle et se retrouve à tous les stades de la maladie, dans lesquels finalement c'est la transcription dépendante de ce récepteur qui est nécessaire pendant au moins une très longue part de l'évolution de la maladie à celle-ci. Alors, il y a également des rôles de la synthèse locale d'androgènes à partir des stéroïdes de la surrénale qui ont été décrits, on y reviendra peut-être. Et encore une fois, il y a beaucoup d'autres voies qui sont dérégulées de manière récurrente. On n'en parlera pas cette année, puisque ce ne sont pas des voies qui vont toucher la signalisation des récepteurs nucléaires, mais la voie PTEN, PI3 kinase, AKT, est également très régulièrement mutée dans ce cancer. La voie Wnt, une voie essentielle de l'autorenouvellement, est très fréquemment mutée dans ce cancer. Les voies de réparation de l'ADN, on en a déjà touché un mot avec BRCA2. La mutation de BRCA2 prédispose au cancer de prostate et on trouve également des mutations acquises somatiques de BRCA2 dans le cancer de prostate. Donc ces autres voies vont coopérer avec la voie du récepteur aux androgènes pour induire cette transformation. Alors, on va parler maintenant de la résistance au traitement. Alors, comment se passe la prise en charge d'un cancer de prostate? Bien, dans un premier temps, bien sûr, il va y avoir un rôle essentiel de la chirurgie si la tumeur est localisée. Donc, on va pouvoir enlever cette tumeur. Cette chirurgie peut éventuellement être complétée par des approches de radiothérapie, toujours pour chercher à éliminer
les cellules cancéreuses. Et puis, ceci va être complété par une castration chimique à travers une privation des androgènes physiologiques qui est le plus souvent obtenue en bloquant l'axe hypothalamo-hypophysaire et donc en bloquant la sécrétion d'androgènes, de testostérone par les testicules. Donc ça, c'est la première phase. Après la chirurgie, cette induction d'une carence en androgènes physiologiques répond toujours très bien. Et puis, après une phase d'évolution qui est de durée extrêmement variable, qui peut être de quelques mois ou de plusieurs années, il va y avoir une récidive. Et dans cette récidive, finalement, la carence dans les androgènes physiologiques, le fait de ne plus avoir de production physiologique d'androgènes par les testicules ne sera pas suffisant. Et donc, il va y avoir une deuxième phase du traitement qui va faire appel à des anti-androgènes. Donc là, on ne se contente pas d'abolir la production d'androgènes physiologiques, on va mettre des molécules qui vont être des inhibiteurs de cette liaison des androgènes aux récepteurs. Alors ceci va avoir une grande efficacité, et puis dans un certain nombre de cas, au bout d'années d'évolution, on va avoir une résistance aux anti-androgènes, et c'est cette résistance aux anti-androgènes qui va conduire à la forme la plus grave du cancer de prostate, puisque cette forme va être évolutive. Et on va voir que c'est également la forme qui a le plus inspiré, si j'ose dire, les biologistes, parce que c'est au moment de cette résistance aux anti-androgènes qu'on va trouver des modifications génétiques récurrentes et relativement caricaturales de la fonction du récepteur. Et donc, en termes de biochimie, on va voir des amplifications du gène qui ont été décrites il y a 20 ans, une surexpression du récepteur aux androgènes sans amplification, dont la base biochimique n'est pas bien connue. On va trouver également à ce stade de la maladie des mutations du récepteur aux androgènes, et puis des travaux très récents de l'équipe de Charles Sawyers, qui sera là pour le séminaire de la chaire en mai, ont trouvé de l'activation du récepteur aux androgènes par d'autres hormones, et en particulier des glucocorticoïdes. Donc, vous voyez que si on verrouille complètement le système du côté des hormones, eh bien, on peut se trouver dans des situations où ce sont d'autres hormones. J'ai insisté au départ de ce cours, vous vous en souvenez, sur l'extrême similitude qu'il existe entre le récepteur aux androgènes et le récepteur de la progestérone, le récepteur aux glucocorticoïdes. Eh bien, cette similitude va se retrouver à travers un croisement fonctionnel dans lequel le récepteur aux androgènes va pouvoir être activé par d'autres hormones, ou même, il a été décrit, au moins ex vivo, on verra une illustration de ça, que les cibles génomiques du récepteur aux androgènes vont pouvoir être activées par le récepteur aux glucocorticoïdes. Et on va donc pouvoir obtenir finalement une identité de cible à travers un activateur différent. Donc c'est le récepteur aux glucocorticoïdes qui va reprendre le travail, si j'ose dire, pour activer ces gènes qui sont nécessaires à la survie. Donc vous voyez, et puis finalement, beaucoup plus tard, il peut apparaître une indépendance complète de la signalisation androgénique. Et cette indépendance complète des androgènes va en général correspondre à l'activation d'autres oncogènes, là encore des oncogènes très forts dont on a déjà parlé dans les cours précédents, bien sûr P53, on en a parlé, également RB, également MYC, également Aurora kinase. Et donc il va y avoir dans ce cas-là perte du phénotype épithélial, transdifférenciation, et on a l'impression que ces cellules cancéreuses, au fond, arrivées en bout de course, vont muter d'autres oncogènes extrêmement forts qui vont changer complètement le phénotype et la morphologie de cette tumeur de prostate. Donc encore une fois, j'insiste sur le fait qu'on a une première phase qui va dépendre des hormones. On sait très bien de l'évolution clinique depuis 50 ans que cette phase dépendante des hormones physiologiques n'a qu'un temps, et on en avait déduit un petit peu hâtivement qu'à ce moment-là, la maladie devenait non seulement indépendante de l'hormone, mais aussi indépendante du récepteur. Et je crois que la grande découverte de ces 10 dernières années, c'est qu'en fait, il n'en est rien. Certes, l'hormone n'est plus aussi importante qu'elle l'était avant, mais le récepteur reste essentiel, et la nature va trouver des voies
des voies extrêmement subtiles pour se mettre à réactiver ces cibles par des mécanismes différents. Alors, on peut représenter ça, c'est une figure prise d'une revue de Charles Sawyers dans Nature Reviews Cancer, que je conseille à tous ceux qui s'intéressent à la question, parce qu'elle est tout à fait remarquable. On a donc la tumeur prostatique qui croît, après avoir échappé à la chirurgie ou à la radiothérapie. On va donc effectuer cette castration donc en bloquant la sécrétion de testostérone par les testicules, et la charge tumorale va brutalement diminuer, traduisant donc cette dépendance de la tumeur aux androgènes physiologiques. Et puis, il va se passer longtemps, et puis la tumeur va se mettre à repousser. Et elle va se mettre à repousser parce qu'elle a trouvé d'autres moyens d'activer la transcription de ces gènes cibles. On va voir lesquels. À ce moment-là, on va pouvoir traiter avec des anti-androgènes. La tumeur de nouveau va s'effondrer. Il va y avoir encore une phase de rémission plus ou moins longue. Et puis, dans certains cas, malheureusement, on va se retrouver avec une résistance acquise et ou une complète indépendance à la situation, à la stimulation par des androgènes qui va conduire à la repousse de cette tumeur. Alors, quels sont les mécanismes moléculaires qui sont associés à cette phase? Eh bien, on va les voir en détail. Donc, la première, eh bien, qui a été découverte il y a une vingtaine d'années, mais dont on n'a pas immédiatement compris l'importance, elle a été découverte par un groupe finlandais, eh bien, c'est l'amplification du gène du récepteur. Et ce qui est parfois assez logique, la manière la plus simple d'augmenter l'expression d'une protéine, c'est d'amplifier son gène. On en a parlé en particulier pour les amplifications de MDM2 dans les sarcomes ou de RB2 dans les cancers du sein. Donc, ceci va conduire à cette augmentation du récepteur aux androgènes. Mais cette augmentation peut également avoir une autre base qui est une simple augmentation de l'expression au niveau de l'ARN sans amplification. Alors ça, c'est observé, on n'en comprend pas bien le mécanisme, et je vous rappelle encore une fois que ça ressemble énormément à ce dont on a parlé dans un des cours précédents avec VORB-A, et vous rappelez que l'homologue normal, CORB-A, est capable, lorsqu'il est surexprimé, et simplement lorsqu'il est surexprimé, sans aucune mutation, d'induire l'immortalisation des précurseurs hématopoïétiques chez le poulet. Donc là, on se retrouve au fond avec quelque chose qui ressemble, c'est la masse disponible, c'est la quantité du récepteur qui va augmenter par soit l'amplification, soit l'augmentation de l'expression. Alors, il faut noter également que ceci ne fait qu'amplifier une boucle de régulation physiologique. En effet, le récepteur aux androgènes est un récepteur qui est auto-inhibé. Donc la signalisation androgénique va éteindre, dans une certaine mesure, l'expression de son propre récepteur. Et donc lorsque l'on va créer une carence en androgène, carence donc par la castration chimique, eh bien cette diminution de la quantité d'hormones va conduire en fait immédiatement à une augmentation de l'expression du récepteur aux androgènes, simplement en perturbant ce rétrocontrôle négatif. Donc vous voyez qu'il y a toutes sortes de mécanismes, mais qu'à la fin de cette phase androgéno-sensible, eh bien, on va avoir une surexpression du récepteur par des mécanismes variés. Alors, il y a également toute une littérature dont je parlerai peu, qui traduit l'existence de variants d'épissage. Vous vous rappelez qu'on a vu à propos du récepteur aux hormones thyroïdiennes qu'il pouvait y avoir des variants d'épissage, et on connaît de nombreux variants d'épissage du récepteur aux androgènes. Vous avez vu que la protéine est une protéine de grande taille, un génome complexe, donc on peut avoir toutes sortes de variants d'épissage, et en particulier un qui s'appelle ARV7, qui conduit à la synthèse d'un récepteur qui est constitutivement actif. Donc, c'est un récepteur qui n'a pas besoin d'hormones pour être actif. En fait, il y a une perte de toute la région de liaison à l'hormone. On va juste avoir la région N-terminale et la région de liaison à l'ADN. Et donc, cette protéine, résultant d'un épissage inhabituel du récepteur, est capable d'activer fortement la transcription. Alors, il y a
Beaucoup d'études sur des modèles de lignées cellulaires. Si vous prenez une lignée cellulaire de cancer de prostate que vous surexprimez à HRV7, effectivement, elle n'a plus besoin d'hormones pour pousser. Le rôle physiopathologique est très discuté. Le rôle physiopathologique est discuté parce qu'il semblerait que ce soit un variant normal d'épissage et qu'il y ait peu ou pas de situations chez l'homme où l'on observe une surexpression, une surproduction massive de ce variant spécifiquement par rapport aux variants normaux. Et donc on n'est pas vraiment convaincu à ce jour, mais il est possible que des études en cours changent cette notion, que ces variants d'épissage soient particulièrement importants pour l'existence, pour le passage à l'hormonodépendance. Alors voilà, figure prise du premier papier, un Nature Genetics 95, qui vous montre un gène de ménage, si j'ose dire, un gène contrôle, donc qui va avoir 2 allèles. C'est une expérience de fiche, hein, ça c'est le noyau. Dans ce noyau, vous avez donc le contrôle avec ces 2 allèles, l'allèle paternel et l'allèle maternel, et le récepteur aux androgènes avec, encore une fois, l'allèle paternel et l'allèle maternel. Eh bien, dans une cellule de cancer prostatique, vous voyez que la taille du spot vert est énormément augmentée, et ceci traduit l'amplification du gène et le fait de passer probablement ici à des dizaines et des dizaines de copies. Évidemment, quand on va avoir des dizaines de copies du gène, la quantité de protéines va être augmentée en proportion, et donc on va se retrouver avec une très forte surexpression du récepteur aux androgènes dans cette situation. Bon, eh bien écoutez, là on va faire une petite pause et après on parlera donc du deuxième type d'anomalie qu'on peut trouver après l'amplification. Eh bien ça va être des mutations qui vont être associées à la phase de résistance au traitement. Bon, donc à côté de ces amplifications qu'on va voir apparaître au moment où la carence en androgènes physiologiques ne suffit plus, on va également voir apparaître des mutations. Mutations spécifiques, mutations qui apparaissent dans la partie tout à fait C-terminale de la protéine, c'est-à-dire dans la partie qui va lier l'hormone, et mutations qui vont conduire à une modification de la liaison aux hormones. Alors on avait pensé initialement que ces mutations allaient être sélectionnées par des traitements par des anti-hormones, comme par exemple la flutamine, et on trouverait là une copie de ce qui est bien connu pour les inhibiteurs de kinase, par exemple, où les inhibiteurs de kinase sont des petits analogues du site actif. Et donc, au cours de l'évolution de la maladie, il va y avoir des mutations qui vont empêcher ces médicaments de se fixer sur leur site actif. Et donc là, ce que l'on avait imaginé dans un premier temps, c'était que ces mutations qui touchent le domaine de liaison à l'hormone vont bloquer la fixation de l'antagoniste. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça, puisque certaines de ces mutations ont été observées chez des patients qui n'avaient jamais reçu d'antagoniste. Et on s'est aperçu dans ces cas-là que ces mutations, en fait, vont induire un changement fin de la spécificité de reconnaissance à l'hormone et faire qu'au lieu de répondre à la déhydrotestostérone, eh bien, ces variants portant de ces mutations vont répondre à des hormones endogènes mais non androgéniques. Et donc on va avoir un gain de fonction à travers lesquels ces mutations vont faire que des intermédiaires de synthèse des androgènes qui nous sont dépourvus normalement d'activité hormonale vont avoir une activité hormonale et vont, en présence de cette mutation, induire la signalisation du récepteur aux androgènes. Alors en ce qui concerne la flutamine, il y a même des effets paradoxaux qui ont été décrits, dans lesquels, en présence de la mutation, la flutamine, qui va être un antagoniste compétitif du site de liaison à l'hormone, eh bien cet antagoniste compétitif, avec la présence de la mutation, va devenir un agoniste. Et donc on a une situation qui est bien connue des cliniciens, dans laquelle, en fait, le médicament qui est normalement un antagoniste donc, de la fonction de l'hormone, en présence de cette mutation devient un agoniste, et donc que le patient cliniquement va mieux quand on enlève le médicament.
C'est-à-dire que le médicament finit par se comporter comme une hormone, et c'est ce qu'on appelle l'effet paradoxal où finalement le traitement en présence de la mutation devient un facteur au contraire de prolifération, et c'est quand on retire la flutamine que le patient va mieux parce que le récepteur n'est plus actif. Donc, comme je l'ai dit, certaines de ces mutations donc, vont changer la spécificité de liaison des antiandrogènes. D'autres vont changer la spécificité de liaison de composés d'hormones naturelles, mais dépourvues normalement de pouvoir androgénique. Et la fréquence est relativement difficile à préciser. On l'estime à peu près à 10% aujourd'hui, sachant que ça dépend énormément du stade de la maladie auquel on a fait l'analyse. Et vous comprenez bien que dans cette maladie, il va y avoir toute une série d'étapes. Et suivant le moment où on fait le prélèvement pour chercher la présence de ces mutants, on va trouver des choses très différentes. On a fait également des recherches de ces mutations à partir de l'ADN circulant. Vous savez qu'un certain nombre de tumeurs vont, en mourant, finalement libérer de l'ADN dans la circulation. Et donc, on développe aujourd'hui cette stratégie qu'on appelle la biopsie liquide, dans laquelle on va chercher finalement l'ADN de la tumeur dans le sang avec des techniques de séquençage ultra profond. Et en séquençant de manière ultra profonde le sang, on va pouvoir trouver des signatures de mutations qui correspondent à de l'ADN relargué par la tumeur en mourant. Quand les cellules meurent, eh bien, elles vont libérer cet ADN dans la circulation et on va pouvoir le détecter. Et donc, dans un certain nombre de ces situations, on a pu détecter, en cherchant en fait, de manière extrêmement profonde, la présence de ces mutants dans le sang d'un certain nombre de patients, suggérant donc l'existence d'un sous-clone qui porte cette mutation. Donc, l'amplification, la mutation qui va changer donc le spectre de reconnaissance de l'hormone, des hormones naturelles, voire des anti-hormones, des anti-androgènes qui sont utilisés pour suivre ce traitement. Et on connaît également des situations dans lesquelles on va avoir une synthèse locale au sein de la prostate, une synthèse locale d'hydrotestostérone, donc qui va correspondre à un changement. Ce ne sont plus les testicules qui fabriquent la testostérone, mais on va pouvoir avoir, à partir des précurseurs surrénaliens, une synthèse locale, là aussi, qui va contribuer à la résistance tumorale. Alors, ceci est bien résumé dans un article récent de Cell, qui décrit la maladie à un stade extrêmement avancé. Donc, il faut bien réaliser que ce sont des analyses qui ont été faites par un consortium de cliniciens américains à partir de maladies métastatiques, donc la forme ultime, malheureusement, de l'avancement de cette maladie, et qui représentent les anomalies liées à la signalisation androgénique. Et comme vous pouvez le voir ici, donc on a en rouge l'amplification du récepteur aux androgènes. Vous voyez qu'elle est extrêmement prévalente à ce stade de la maladie. Et puis en vert, on va avoir des mutations, dont vous voyez qu'elles sont moins prévalentes, mais qu'elles existent. Et puis sur ce schéma, on a également représenté les mutations de FOXC1A dont on a parlé. Vous voyez qu'il y en a quelques-unes. Les mutations de SPOP, qui parfois d'ailleurs peuvent coexister avec une amplification du récepteur aux androgènes, ce qui va donc conduire à la stabilisation maximale de la protéine. Et puis, je voudrais insister encore sur deux autres gènes. Eh bien, vous voyez qu'on peut également avoir des mutations des corépresseurs. Et ces mutations des corépresseurs, elles ne sont pas très fréquentes, mais elles existent tout de même. Ces mutations des corépresseurs vont conduire à une activité basale augmentée du récepteur aux androgènes, qui ne sera plus réprimé donc, dans son état basal. Et puis, la dernière chose qui a été rapportée dans cette maladie, c'est que une des cibles essentielles du récepteur aux androgènes est une protéine qui s'appelle PLZF, qui était connue pour son implication dans des leucémies. Et cette protéine PLZF semble être une protéine essentielle pour le contrôle de l'autorenouvellement des cellules prostatiques.
Et cette protéine PLZF est dans la prostate sous la dépendance étroite d'un complexe FOXC1A, récepteur aux androgènes. Et donc vous voyez que finalement, il faut soit augmenter le récepteur, soit muter les corépresseurs, et que si on mute les corépresseurs, on va conduire à une dérégulation de cette expression de PLZF. Et effectivement, il existe des pertes alléliques de PLZF dans ces tumeurs. Et vous voyez représenté ici le regroupement de ces différentes mutations. Et vous voyez que ces différentes mutations activatrices vont se trouver dans le domaine de liaison à l'hormone, comme c'était déjà le cas en partie pour VHORM-A, et on verra comme c'est le cas également pour les récepteurs aux oestrogènes, où il y a également des mutations qui ont été décrites. La même chose a été décrite dans d'autres récepteurs nucléaires, en particulier dans le récepteur à l'acide rétinoïque, mais là ce sont des mutations qui vont bloquer l'effet de l'hormone et non pas le mimer. Bon, donc, on retrouve toujours notre récepteur aux androgènes avec ses cibles. On a vu qu'il pouvait être activé par la testostérone, c'est la voie habituelle. Il peut être activé en particulier en présence d'une mutation par d'autres stéroïdes. Et puis, il y a également une voie qui a été décrite, c'est une activation dépendante de la phosphorylation, cette hyperphosphorylation étant déclenchée par l'hyperactivation de cette cascade de facteurs de croissance. Et ça, ce sont encore des travaux de l'équipe de Charles Sawyers, publiés, vous voyez, il y a une petite vingtaine d'années, qui montrent à partir de lignées que si l'on cherche des lignées à établir des lignées résistantes, eh bien, ces lignées résistantes vont amplifier ou suractiver le récepteur ERB2, récepteur de la famille de l'EGF. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que vous êtes de plus en plus résistant, on va avoir une plus grande prolifération une plus grande expression de ces récepteurs. Et si l'on soumet ces lignées cancéreuses à une carence complète en androgènes, c'est-à-dire que si on arrive à dépléter complètement le milieu de culture des androgènes physiologiques, vous voyez qu'avec la lignée normale, elle va s'arrêter de pousser. Par contre, cette lignée dans laquelle ERB2 a été activée, elle va continuer à pousser, quand bien même il n'y a pas d'androgène physiologique. Et donc, l'interprétation de cette expérience, c'est qu'en fait, on peut remplacer également, dans une certaine mesure, la stimulation par l'hormone par une activation de la protéine, par sa phosphorylation anormale. Et c'est bien sûr dans ce contexte-là qu'il faut aussi interpréter l'activation des kinases comme BRAF ou RAF qu'on a vu tout à l'heure à travers ces translocations qui allaient conduire à l'activation de ces kinases. Alors, toujours sur ces modèles de lignée, eh bien, on va avoir une résistance à la castration. Si on essaie de faire pousser ces lignées chez des souris mâles castrées, vous voyez que la lignée contrôle va pousser, mais elle va pousser difficilement. Si on a surexprimé ERB2, eh bien, vous voyez qu'on a une prolifération beaucoup plus rapide. Alors, est-ce que cette prolifération beaucoup plus rapide est liée à l'activation du récepteur aux androgènes? Eh bien, il semble que oui, puisque si l'on fait des mesures maintenant directes de l'activité de ce récepteur aux androgènes à travers des tests d'activation de promoteurs synthétiques dont on a déjà parlé, vous voyez que l'activation du récepteur, enfin de cet élément de réponse synthétique, en présence du récepteur et en présence d'androgènes, va conduire à une activation bien plus grande si on en a également une signalisation ERB2 activée, donc traduisant le fait qu'on a mentionné au départ que l'activité du récepteur peut également être régulée par sa phosphorylation par des kinases et que ceci va contribuer, comme vous le voyez ici, à son activation transcriptionnelle. Alors, ce mécanisme est tout à fait clair dans les lignées. Les choses sont un peu moins claires en ce qui concerne les tumeurs prostatiques naturelles, en particulier l'implication dans la résistance. Alors, donc on a vu que le récepteur aux androgènes
pouvaient être activés par d'autres stéroïdes. Et puis, il y a des travaux récents, toujours de l'équipe de Charles Sawyers, qui montrent au fond que ces mêmes gènes, maintenant, ces mêmes gènes qui sont habituellement ciblés par le complexe androgène récepteur androgène, eh bien, dans certains cas, on va pouvoir substituer à ce complexe un complexe qui lui est extrêmement proche, qui est le récepteur aux glucocorticoïdes stimulé par des glucocorticoïdes. Alors, ceci traduit le fait que le récepteur aux glucocorticoïdes et les récepteurs aux androgènes sont, comme vous voyez, extrêmement similaires dans leur séquence, et donc ils vont pouvoir, dans certaines conditions, avoir des rôles de substitution l'un à l'autre. Alors, ces travaux ont été principalement menés dans des lignées cellulaires, ce qui évidemment est un système qui est en partie critiquable, mais dans lesquels, qui vous sont représentés ici. Donc on a une lignée de cancer de prostate, elle va pousser de manière tout à fait vigoureuse. Et si on traite cette lignée de cancer de prostate par des anti-androgènes, deux anti-androgènes différents, vous voyez que dans un premier temps, eh bien, on va avoir une diminution de la quantité de cellules, et puis ces cellules, avec des temps très prolongés, vous voyez une cinétique de croissance qui n'a rien à voir avec celle du contrôle, on va avoir progressivement une petite prolifération de cette lignée. Et dans cette prolifération, au cours de cette prolifération, eh bien, le récepteur aux androgènes ne change pas de niveau d'expression, eh bien, on va avoir une forte augmentation de l'expression du récepteur aux glucocorticoïdes, que vous pouvez voir quantifié ici. On a une stabilisation de ce récepteur, encore une fois, dans ces lignées qui sont devenues résistantes à l'effet de ces anti-androgènes. Et quand on va regarder les signatures transcriptionnelles, eh bien, la signature transcriptionnelle au stade de résistance, quand on se place ici, donc quand l'anti-androgène ne fonctionne plus, en quelque sorte, eh bien, de manière extrêmement paradoxale, on va trouver une forte induction des gènes cibles des androgènes. Et l'interprétation, donc, dans ce modèle, c'est qu'au fond, la cellule a réussi à court-circuiter le blocage de la signalisation androgénique en allumant une autre signalisation, celle du récepteur aux glucocorticoïdes, pour lequel il existe des niveaux physiologiques d'hormones. Et donc, par l'amplification forte, vous voyez, de l'expression du récepteur, on va pouvoir activer un certain nombre de gènes cibles. Alors, donc ça, c'est une observation, et l'observation simple est qu'en bloquant en forçant une cellule finalement à pousser en bloquant sa signalisation androgénique, elle va trouver un moyen pour court-circuiter cette signalisation. La deuxième question, c'est de savoir si effectivement, est-ce que cette activation du récepteur glucocorticoïde est nécessaire. Et donc, ces auteurs, l'équipe de Charles Sawyers, a donc montré qu'en présence d'une inhibition de la signalisation androgénique, donc là, on est in vivo avec administration d'anti-androgènes. Vous voyez que la lignée résistante va pousser extrêmement bien malgré la présence d'anti-androgènes, ce qui traduit donc la résistance de la maladie aux anti-androgènes. Eh bien, dans ce contexte-là, si on éteint par des approches de shRNA l'expression du récepteur aux glucocorticoïdes, eh bien, vous voyez que la tumeur va pousser beaucoup moins bien, traduisant donc le fait qu'une partie de la fonction du récepteur aux androgènes qui était bloquée par la présence d'anti-androgènes a été prise en charge par ce récepteur aux glucocorticoïdes. Et vous pouvez voir qu'il y a une très forte expression de ce récepteur qui survient. Et si on prend une lignée contrôle, eh bien cette lignée contrôle, elle va être totalement insensible aux glucocorticoïdes, donc traduisant le fait que lorsqu'on n'a pas la pression de sélection des anti-androgènes, eh bien, ce système ne se met pas en route. Ce système est un système, au fond, qui va chercher à prendre en charge le défaut d'activation des voies des androgènes quand le récepteur est bloqué par l'anti-hormone. Donc, c'est tout à fait clair, cette signalisation croisée
avec les glucocorticoïdes est tout à fait clair dans ces modèles, qui sont encore une fois des modèles de lignées cellulaires, qui ne sont pas exemples de critique. Quelle est l'importance en clinique humaine? Eh bien, écoutez, pour l'instant, on ne le sait pas. Ces travaux, je n'ai pas mis les références, ces travaux ont été publiés l'an dernier, donc on n'a pas encore pu vérifier par l'étude de cohortes de patients que ce mécanisme était, d'une part, ni existe ou est important. On ne sait pas non plus si c'est une bonne cible thérapeutique in vivo. Et ceci, je crois, démontre l'extrême importance de ces réseaux transcriptionnels sur lesquels j'ai beaucoup insisté. Vous voyez on a des gènes, des groupes de gènes qui vont être activés ensemble, qui peuvent être activés par différents mécanismes, qui peuvent être activés par des hormones, par de la phosphorylation, par des protéines partenaires. Ils peuvent même être activés par d'autres récepteurs qui, en réponse à une très forte pression de sélection, vont venir faire ce travail, si j'ose dire. Alors, peut-être pour finir, le papier le plus surprenant était peut-être le plus simple, est sorti il y a quelques mois, disant au fond, donc, on est maintenant tous raisonnablement convaincus que le récepteur aux androgènes est absolument essentiel. On cherche à tout faire pour le bloquer. On a tout fait pour le bloquer avec des inhibiteurs chimiques. On peut le bloquer avec des techniques d'inactivation de shRNA et autres. Mais au fond, la chose la plus simple, c'était peut-être de réfléchir à la transcription du récepteur lui-même. Qu'est-ce qui fait que le récepteur aux androgènes s'exprime? Et ça, c'est un travail qui a été publié il y a quelques mois dans Nature Medicine, puisqu'on a trouvé, de manière très inattendue, eh bien, que l'expression du récepteur aux androgènes était contrôlée par un autre récepteur nucléaire qui s'appelle ROR gamma. Et ce récepteur ROR gamma, qui est apparenté à la famille de l'acide rétinoïque, on lui connaissait des agonistes et des antagonistes. Il faisait partie donc de ces récepteurs orphelins, en quelque sorte. Et on avait fait des agonistes et des antagonistes chimiques. Et on s'est aperçu, je n'ai pas présenté ici tous les détails, mais on s'est aperçu que ce récepteur ROR gamma, eh bien, il a un rôle absolument essentiel dans l'expression du récepteur aux androgènes dans la prostate. Et donc on se retrouve ici avec un de ces exemples de signalisation en cascade, dont je vous ai déjà parlé, où un facteur de transcription A va activer B, B va activer C, et au fond, on peut arriver à éteindre cette cascade en jouant à différents niveaux. Et c'est ce que, dans cette publication, donc Nature Medicine, je crois, de la fin de l'automne, eh bien, ces auteurs se sont aperçus que dans des cellules prostatiques, toute une série d'antagonistes de ROR gamma allait avoir un effet extrêmement puissant pour éteindre l'expression, pour arrêter la prolifération. Et ceci peut être testé par d'autres manières également, soit par le pouvoir clonogénique, qui va traduire l'auto-renouvellement. Et le pouvoir clonogénique, vous voyez, est totalement aboli par ces antagonistes de la voie ROR gamma, et ce de manière relativement spécifique. Et dans les cellules de prostate, on va avoir là aussi de manière relativement spécifique induction d'une apoptose, donc avec des caspases qui sont activées et qui vont donc traduire un processus de mort lié en fait à la carence en récepteurs aux androgènes. Oui, c'est une vision complètement différente. On a cherché à désactiver le récepteur par des hormones, par des kinases, par des partenaires. Là, on cible directement quels sont les mécanismes d'amont, qu'est-ce qui va réguler l'expression de ce récepteur, et on trouve finalement de nouvelles hormones en quelque sorte. Alors, voilà les données sur le récepteur aux androgènes, toujours sorties du même article. Et vous voyez qu'il y a un effet extrêmement fort, comparable, à vrai dire, à l'extinction par des siRNA de ces antagonistes de la voie ROR gamma, qui, vous voyez, dans ces cellules de prostate, sont capables de conduire à l'extinction complète du récepteur aux androgènes. Alors, de manière assez intéressante, même si je vous ai expliqué que ce variant transcriptionnel était finalement probablement peu impliqué dans la pathologie, vous voyez que de manière assez logique, ce variant transcriptionnel qui est transcrit à partir du même promoteur est également éteint
éteint par ces composés, traduisant en fait la présence d'un site de liaison spécifique au sein du récepteur, du gène du récepteur aux androgènes pour ce récepteur ROR gamma, site de liaison spécifique donc qui va contrôler l'expression de tous les gènes finalement partant de ce promoteur, y compris des variants d'épissage. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant in vivo? Eh bien, on va pouvoir regarder maintenant sur des gènes cibles, et là, 3 gènes cibles importants du récepteur aux androgènes vous sont représentés. C'est toujours une expérience d'immunoprécipitation de chromatine. Et donc, vous voyez que ce promoteur in vivo est occupé par le récepteur aux androgènes. Si on traite avec l'antagoniste de ce récepteur RR gamma, on va diminuer donc fortement la quantité de protéines et on va donc abolir la fixation spécifique de ce gène à ces différents promoteurs, de cette protéine à ces différents promoteurs. Et si on regarde maintenant l'état de la chromatine, on va avoir une chromatine qui favorise l'expression avec une modification qui favorise l'expression. Et si on fait disparaître le récepteur par traitement avec cet antagoniste, eh bien, vous voyez qu'on a un relatif effacement de ces marques chromatiniennes qui traduit la désactivation donc, de cette voie de régulation. Alors, bon, tout ça c'est très bien, mais ça ne reste que de la biologie moléculaire. À un moment donné, il faut bien passer à de la croissance, et de la croissance in vivo. Et c'est donc ce qu'ont fait ces auteurs, avec des lignées cellulaires encore à ce stade. Et ils regardent le volume tumoral in vivo dans des modèles de xénogreffes. Eh bien, on va voir que dans ces formes, qui sont des formes résistantes aux anti-androgènes, donc on a une pousse extrêmement vigoureuse de la tumeur sans traitement ou avec un anti-androgène. Par contre, si on traite avec cet antagoniste de ce récepteur ROR gamma, vous voyez qu'on a une absence de progression, et cette absence de progression s'accompagne d'une activation de la voie des caspases, suggérant que non seulement on va empêcher ces cellules de pousser, mais en fait on va les faire mourir, au moins en partie, suggérant donc que cette approche pourrait avoir une certaine relevance thérapeutique. Bon, donc, vous voyez, ce sont des travaux extrêmement récents. On ne sait pas encore ce qu'il en est sur des modèles de cancer prostatique un peu plus évolués que ce que c'est ligné, mais il y a effectivement là une piste particulièrement intéressante et particulièrement élégante, vous voyez, pour interrompre au fond cette cascade à différents niveaux, toujours ayant pour but de bloquer l'activation des gènes cibles. Alors, peut-être pour conclure sur la prostate, quelques mots sur la génomique des formes métastatiques, et ça c'est encore sorti de ce papier de celle dont je vous parlais, rejoignant des équipes donc, de Charles Sawyers et d'autres. À la fin, qu'est-ce qui semble être important dans la forme très avancée de la maladie, donc cette forme métastatique? Eh bien, c'est la voie d'autorenouvellement Wnt-bêta-caténine, voie absolument essentielle, par exemple dans les cancers du côlon, qui semble apparaître dans ces stades avancés de la maladie. La voie PTEN-AKT, qu'on a déjà mentionnée à plusieurs reprises. La voie, bien sûr, du récepteur aux androgènes, avec ses amplifications, ses mutations. Également les voies de réparation de l'ADN et le contrôle du cycle cellulaire, ces deux voies étant entre autres marquées par la présence extrêmement fréquente de la mutation P53. Et ça a été une énorme surprise de ce papier, énorme surprise qui a été rendue possible par l'étude de cancer métastatique, et ça c'était en fait quelque chose qui techniquement n'avait pas été beaucoup fait, parce qu'en général on ne rebiopsiait pas les cancers à la forme métastatique en imaginant que la maladie n'aurait pas changé finalement depuis le diagnostic. Donc dans cette étude, il y a eu un très grand nombre de patients qui ont accepté d'être rebiopsiés et à la forme métastatique, et on s'est aperçu qu'au moment où la métastase se développe, eh bien, il y a des mutations très spécifiques qui apparaissent, et une de ces mutations très spécifiques qui apparaissent, c'est la mutation P53, dont certains pensent en fait qu'elle va conditionner le passage d'une forme localisée à une forme métastatique. Alors, ceci peut également être représenté sous forme de ce grand tableau
grand tableau donc, qui vous montre bien à quel point ces lésions génétiques sont disséminées à ce stade avancé de la maladie. Mais je voudrais juste attirer votre attention, vous voyez, sur ce qui est vraiment très rouge au sommet, donc très rouge, c'est très abondant. Et on va retrouver ces voies dont on a parlé, le récepteur aux androgènes, vous voyez, les amplifications dans pratiquement la moitié des cas, les mutations activatrices dans encore une bonne partie de cas, la mutation P53, et donc ça c'était la grande surprise de ce travail, montrant que la mutation P53 qui n'existe pratiquement jamais au diagnostic, au tout début de la maladie, avec cette évolution qui va être ponctuée par de multiples traitements, qui va être marquée par de la radiothérapie, de la chimiothérapie, et bien à la fin, cette cellule finit par muter P53 avec une très grande fréquence, et ça semble être extrêmement important dans le passage à la maladie métastatique. On a déjà mentionné ces mutations de la voie PTEN-AKT, et puis les translocations avec ETS, vous voyez, qui sont présentes dans pratiquement la moitié des cas, et qui semblent être là, au contraire, une signature plutôt précoce de la maladie. Alors, ceci peut être représenté de manière un tout petit peu différente. Ces anomalies, ces pertes, ces gains vont être signés par ces anomalies chromosomiques. Vous voyez représentées ici. On a la délétion de P53, par exemple, la perte de RB au stade avancé de la maladie, l'amplification du récepteur aux androgènes que vous voyez ici sur le chromosome X à un stade très avancé de la maladie. Et puis on peut représenter encore ceci en finalement les mutations qui sont présentes et fréquentes au diagnostic et celles qui sont présentes au stade métastatique de la maladie. Et donc vous voyez que SPOP est présent très fréquemment au diagnostic, suggérant que c'est une mutation très précoce dans l'initiation du processus de transformation. Inversement, vous voyez que P53 n'est vraiment actif que dans la maladie, très fortement enrichie dans la maladie métastatique, pratiquement pas présente au diagnostic, et les autres mutations, l'amplification du récepteur aux androgènes, là aussi, est consécutive de la résistance au traitement, donc apparaît déjà après une assez longue évolution de la maladie, et les autres anomalies dont nous avons parlé sont intermédiaires. Donc, finalement, une tumeur fréquente, on l'a vu, liée au mode de vie. J'ai beaucoup insisté sur le fait que, contrairement aux modèles antérieurs dans lesquels on parlait du cancer hormonodépendant puis du cancer hormono-indépendant, en fait, le récepteur aux androgènes reste un facteur de transcription maître qui est retrouvé à pratiquement tous les stades de la maladie, la prédisposition, la tumeur, la résistance au traitement. On n'a pas parlé, ça pourrait être l'objet d'un prochain cours, des problèmes des changements hormonaux. Et donc ça montre à nouveau la versatilité des fonctions des facteurs de transcription et de leur contrôle par des hormones. Et ça va être de nouveau un thème qu'on reverra dans le prochain cours à propos du cancer du sein, dans lequel on va retrouver encore une fois ces mêmes différences, ces mêmes anomalies. Et donc, malgré la complexité des anomalies génomiques, vous avez vu à quel point ce tableau montrait la diversité des lésions qu'on peut trouver. Cette voie reste toujours maîtresse, toujours activée, pratiquement sur toute l'évolution de la maladie. Alors, des opportunités thérapeutiques pour cibler le récepteur aux androgènes. Évidemment, les données que je vous ai montrées, qui sont toutes récentes sur l'inactivation de la voie ROR-gamma, pourraient constituer une piste extrêmement prometteuse, hein, si effectivement in vivo on arrivait à complètement éteindre l'expression du récepteur aux androgènes. Encore faut-il qu'il n'y ait pas de toxicité à côté, hein, puisqu'évidemment, ROR-gamma va avoir des tas d'autres fonctions dans l'organisme, et le fait d'inactiver complètement cette voie pourrait exposer à des effets secondaires qu'on n'a pas encore bien maîtrisés. On pourrait également imaginer de cibler des modifications post-traductionnelles. Donc on a parlé déjà longuement de ces modifications post-traductionnelles de type ubiquitination qui vont contrôler la stabilité du récepteur aux androgènes ainsi que de beaucoup de ses partenaires. Il y a également toute une littérature sur le contrôle par le peptide SUMO, hein, le récepteur aux androgènes, comme d'autres récepteurs nucléaires est sumoylé, et ceci semble important. Certains de ces coactivateurs le sont aussi. La phosphorylation également, dont on a parlé, pourrait être une cible thérapeutique. Les gènes essentiels à la transformation, eh bien, ils sont toujours extrêmement importants et recherchés.
Et on pourrait imaginer également une approche, encore une fois, transcriptionnelle en ciblant les interfaces, par exemple, soit avec FOX1A ou avec OXB13, pour lesquels il y a également des suggestions d'existence d'une interaction directe. Et ces interactions directes pourraient être ciblées, là encore une fois, par des petites molécules. Et puis, on peut imaginer au stade très avancé de la maladie, eh bien cibler à ce moment-là la machinerie de réparation d'ADN, comme dans beaucoup d'autres tumeurs. Hein. Si on a des mutations dans la voie BRCA1, s'il y a des mutations sur le système de réparation d'ADN, eh bien, il y a des inhibiteurs spécifiques qui ont été proposés dans ces situations-là. Il y a effectivement des essais cliniques qui sont en train de tester cette hypothèse, enfin, de tester la sensibilité de ces tumeurs très avancées à des molécules ciblant la réparation d'ADN. Et puis, pour finir, c'est tout de même une thématique difficile. Vous avez vu, beaucoup de choses sont faites dans des lignées. Quelle est la représentativité réelle de ces modèles de lignée par rapport à l'évolution de la tumeur naturelle? Il y a une extrême hétérogénéité des mutations. On sait qu'un cancer de prostate avancé va être une juxtaposition de dizaines de clones qui vont être différents. Et donc, on a une hétérogénéité génétique extrême, en particulier après ces différentes phases de traitement, qui va évidemment rendre beaucoup plus difficile et complexe le traitement de la maladie. Et puis, surtout, on a une grosse difficulté, c'est qu'il n'y a pas de bons modèles in vivo. Les modèles in vivo, type modèle souris génétiquement modifiés, ne sont beaucoup moins au point que dans des modèles de leucémie, par exemple, qui sont génétiquement beaucoup plus simples. Et donc, c'est une difficulté supplémentaire pour essayer de faire de la thérapeutique expérimentale, d'avoir des modèles uniquement de lignée. Bon, écoutez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et donc, on continuera dans le prochain et dernier cours de voir au fond l'exemple du cancer du sein, dans lequel on va retrouver un certain nombre de thèmes, un peu plus compliqués par le fait qu'on ne va pas avoir seulement un récepteur nucléaire, mais on va en avoir deux. On va avoir le récepteur aux estrogènes et le récepteur à la progestérone. Et donc, les thèmes qu'on a vus aujourd'hui pour le récepteur aux androgènes, c'était relativement simple. Et dans le cas du sein, ça va être sensiblement plus compliqué parce qu'il va y avoir cet équilibre entre les deux signalisations et ces deux systèmes hormonaux. Voilà, merci beaucoup et à lundi prochain.